Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Ouvrir le robinet et voir couler l'eau, un geste banal que l'on fait quotidiennement avec le sentiment qu'il s'agit d'une ressource inépuisable. Chacun de nous utilise environ 150 litres d'eau potable par jour. Mais entre la pollution des sols, les épisodes de sécheresse, les fuites d'eau ou encore les besoins pour l'agriculture ou l'industrie, avoir de l'eau en abondance relève de plus en plus d'un véritable défi dans notre région. Alors comment gérer ce bien commun? Comment lutter contre les pollutions de l'eau, mais aussi comment préserver cette ressource vitale et changer nos usages pour l'économiser? On va en débattre avec mes invités. Bonjour Dan Leurt. Bonjour. Vous êtes adjoint écologiste à la maire de Paris en charge de la transition écologique de l'eau et de l'énergie. Vous êtes également le président d'Eau de Paris, la régie municipale qui fournit ce bien vital à plus de 3 millions d'habitants de Paris et ses alentours. Avec nous également Florence Abetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes hydroclimatologue et directrice de recherche au CNRS. Nous verrons notamment avec vous comment tendre vers la sobriété dans nos usages de l'eau. Et à vos côtés, Jean-Claude Oliva, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la coordination Eau-Île-de-France, association qui réunit des citoyens, des élus, des professionnels pour défendre l'accessibilité de cette ressource à tous. Et vous êtes également le président de la nouvelle régie Eau publique Est Ensemble. Les 9 villes de ce territoire situées en Seine-Saint-Denis ont en effet décidé de reprendre la gestion de l'eau et donc de quitter le SEDIF, le syndicat de l'eau d'Île-de-France, qui lui délègue ce service à l'entreprise Veolia depuis plus d'un siècle. Et je tiens à préciser que nous avons invité le SEDIF autour de cette table, mais personne n'était disponible. Merci donc à vous trois d'être là en plateau avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais que vous me disiez d'un mot, pour vous, c'est quoi une bonne eau potable? On commence avec vous, Florence Abetz. Je dirais fraîche et peu traitée. Jean-Claude Oliva. Oui, dans le même sens, la plus naturelle possible et la moins artificielle possible. C'est ça, une eau fraîche et bien équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, expliquez-nous comment l'eau est traitée dans la région ici en Île-de-France. Jean-Claude Oliva, est-ce que... L'eau, elle est donc il y a deux sources d'eau. Ça peut être de l'eau qui revient des cours d'eau, de la Seine, de la Marne, de l'Oise, ou ça peut être de l'eau qui vient des nappes souterraines, donc qui est pompée dans des nappes souterraines. Celle qui est dans les cours d'eau est en général un peu plus polluée, donc il faut la traiter davantage. Donc il y a des grosses installations, des grosses usines d'eau de Paris, du SEDIF. Et donc il y a différents processus physiques, chimiques pour la traiter et pour avoir une eau qui en général dans l'agglomération parisienne est de bonne qualité. Mais il y a un grand débat justement sur un peu où est-ce qu'on met la barre. Quel type de traitement? Voilà, nous on a un gros débat avec le SEDIF parce qu'il veut mettre en place un traitement qui est extrêmement coûteux et dont on n'est pas sûr de l'efficacité et qui aussi provoque des rejets polluants dans les cours d'eau, ce qui n'est pas acceptable pour nous. Parce que quels sont les polluants que vous redoutez le plus? Alors ce qu'on retrouve dans l'eau, ce qu'on constate, c'est essentiellement des pollutions d'origine agricole, mais aussi des pollutions d'origine industrielle. On peut avoir aussi des résidus médicamenteux, mais c'est essentiellement des pesticides, des dérivés de pesticides, des résidus de pesticides qu'on retrouve et qu'on a à traiter dans ces usines. Pour le territoire parisien, c'est ce que vient de dire Jean-Claude Oliva à l'instant, c'est 50% qui vient des nappes souterraines et 50% qui vient de la Seine et de la Marne. Et donc on a des usines qui nous permettent de bien traiter cette eau avec des techniques qu'on utilise à Haute-Paris, qui sont l'ozonation, les charbons actifs, enfin tout un tas de techniques qui nous permettent d'avoir une eau qui est de très bonne qualité. Mais depuis plusieurs mois, les alertes se multiplient autour de la présence de PFAS, ces polluants éternels dans l'eau du robinet, une eau surveillée de près, comme nous l'explique Frédéric Ovas. C'est ici, dans ce laboratoire public de recherche sur l'eau potable, que l'on traque les PFAS et leurs dérivés, les TFA, ce qu'on appelle les polluants éternels. Des composés chimiques, synthétiques utilisés depuis les années 40 dans les poêles, les emballages alimentaires, les textiles et certains cosmétiques. Ils s'accumulent dans l'air, dans les sols, car hautement solubles dans l'eau. Des analyses faites grâce à ces grosses machines. On va pouvoir détecter environ 700 substances qui sont référencées dans notre liste, avec juste 100 microlitres d'injection d'échantillons.
La plupart des micropolluants qu'on retrouve aujourd'hui, on ne savait pas les analyser ou peut-être qu'on n'imaginait pas les retrouver dans l'eau. Et en effet, ces dernières années, il y a eu une évolution et une montée en compétences énorme des laboratoires dans le domaine de l'eau, ce qui permet aujourd'hui de trouver des molécules qui étaient probablement déjà présentes et qu'on ne découvre que maintenant. Avec 400 000 paramètres analysés chaque année, Eau de Paris se veut rassurant. Sur les 20 PFAS recherchés, 14 ne sont jamais détectés et tous sont en dessous des seuils. Alors, effectivement, c'est en dessous des seuils, mais c'est des seuils qui sont des normes qui sont plus souples que d'autres pays. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la présence comme ça de ces PFAS dans l'eau? Je vous donne la parole, Florence Lavavette. En gros, on doit s'inquiéter de la présence de toutes ces molécules dans l'eau parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des effets cocktails, c'est-à-dire que des molécules, même à petite dose, peuvent avoir un effet combiné qui est bien supérieur à l'effet de chacune d'elles individuellement. Donc, c'est pas rassurant, effectivement. Vous partagez aussi cet avis ou vous êtes plus modéré? Sur les 20 PFAS qui sont rentrés dans le contrôle sanitaire de l'eau, officiellement qui rentrent le 1er janvier 2026. voilà, dans qui tous les contrôles. ont déjà été intégrés, on a publié les résultats pour Eau de Paris. Donc on n'est pas inquiet et l'Eau de Paris elle est 100% conforme aux normes sanitaires actuellement en vigueur grâce aux actions de traitement de l'eau et aux actions de protection de la ressource. Donc là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliers d'autres PFAS, il y a 10 000 PFAS à peu près qui sont recensés en France, qui ne sont pas normés, qui ne sont pas réglementés. Et là-dessus, la seule solution, c'est vraiment de couper le robinet de ces pollutions pour qu'on ne les retrouve plus dans l'eau brute que nous avons à traiter, parce que ça entraîne un renforcement des traitements et un renforcement du coût des traitements. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à l'évaluer, ce surcoût? Alors, pour notre part, côté Haute-Paris, c'est plusieurs millions d'euros supplémentaires par an, par exemple pour renouveler plus fréquemment le charbon actif dans nos usines, pour abattre ces pollutions. Et pour l'instant, c'est essentiellement les usagers et les collectivités sur leur facture d'eau qui payent l'ensemble des coûts des pollutions. C'est pour ça que de notre côté, on a déposé plainte contre X auprès du tribunal pour identifier les industriels qui sont les industriels pollueurs et pour les faire participer au coût de la dépollution. Mais comment on fait pour retrouver les pollueurs et prouver que ce sont bien eux qui ont pollué, Jean-Claude Oliva? Disons qu'il y a plusieurs sortes de pollutions. Pour les PFAS, il y a des pollutions, il y a des spots de pollution, vraiment des endroits où il y a des pollutions importantes. C'est le cas dans l'Oise, par exemple. Il y a des rejets dans l'Oise pendant longtemps avec un site industriel à Villers-Saint-Paul. Il est connu depuis longtemps. Les pouvoirs publics le connaissent, les associations le connaissent. Est-ce qu'on peut apporter des preuves? Bien sûr, il y a eu des analyses qui ont été faites. Voilà, donc à tel point qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi, le groupe industriel Chemours a décidé de fermer cette usine. Mais la question aujourd'hui, elle est quand même posée d'indemniser éventuellement pour les dégâts qui ont été faits, pour la santé des gens, des riverains qui sont éventuellement malades. Et puis voilà, l'eau a été polluée, l'eau de l'Oise a été polluée pendant des années. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, au lieu de faire des processus de filtration très sophistiqués au niveau des usines d'eau potable, il aurait fallu que cet industriel filtre ces rejets lui-même avant de les rejeter dans l'Oise. C'est ça qui aurait été responsable. Et c'est vers ça, en fait, cette plainte, le but, c'est aussi qu'il y ait une prise de conscience des industriels quant à la pollution qu'elles peuvent comme ça émettre? Finalement, on a confié au service du procureur de la République le soin de mener toutes les investigations pour identifier, parce qu'il y a plusieurs origines possibles pour les polluants éternels en fonction des polluants éternels qu'on retrouve dans les eaux brutes, encore une fois, de la Seine ou de la Marne. Donc on a confié cette responsabilité aux enquêteurs. L'idée, c'est quand même de pouvoir les identifier pour les faire contribuer au coût de la pollution. C'est pas aux collectivités. Il est vraiment inacceptable que ce soit les collectivités, les usagers sur leur facture d'eau qui payent l'ensemble des coûts de la contamination, alors que ces industriels connaissent bien souvent la toxicité des molécules qu'elles produisent et qu'il y a une contamination généralisée partout dans l'environnement, dans l'air qu'on respire, dans les sols, dans l'eau que nous buvons. Donc il faut absolument mettre un terme à cette contamination généralisée. Alors je voudrais qu'on s'intéresse un instant quand même au prix de l'eau potable. Regardez dans la région. Alors la moins chère est distribuée par Haute-Paris, 1,14 € hors taxe le mètre cube, donc soit les 1000 litres. Pour les usagers d'eau publique Est Ensemble, le prix du mètre cube est à 1,34 € et pour ceux du CEDIF, c'est 1,47 €. Comment on explique ces différences de prix? Ça veut dire que l'eau, elle n'est pas la même pour tous?
Florence Abette. L'origine de l'eau, comme il a été dit, n'est pas forcément la même. C'est-à-dire une eau qui arrive de bonne qualité, qui vient des nappes, a moins besoin de traitement. Et puis ensuite, il y a sans doute des effets d'échelle. Il y a des choses qui sont un petit peu plus économiques quand elles sont traitées en grand volume. Mais est-ce que ce bien, c'est un bien qui va coûter de plus en plus cher à vous entendre avec les pollutions, avec tout ça? Est-ce que le progrès aussi pour filtrer cette eau et la traiter, ça va avoir un coût à la fin? D'abord, pourquoi est-ce que l'eau de Paris est la moins chère en Ile-de-France? D'abord parce que nous n'avons, en tant que régie 100% publique, aucun actionnaire à rémunérer. Ça, c'est une première quand même dimension du prix de l'eau très bas à Haute-Paris. Ensuite, parce qu'on n'est pas rentré dans la course à la technologie pour justifier tous les traitements. Et donc ça, ce sont des traitements, on l'a évoqué tout à l'heure, qui coûtent extrêmement cher et qui se retrouvent sur la facture d'eau des usagers. Et ensuite, parce qu'on investit dans une politique de long terme, dans la protection de la ressource. Et on le fait évidemment aussi en ajustant nos filières de traitement. Mais c'est ce qui explique que l'eau de Paris soit la moins chère en Ile-de-France et une des moins chères en France. Et vous, Jean-Claude Oliva, sur votre territoire,